De 2 femmes sur 3 ont recours à l'IVG au moins une fois dans leur vie. En France, l'avortement est un droit acquis depuis 1975. Et paradoxalement, l'accès à l'IVG en France est de plus en plus difficile. Il y a une pénurie de gynécologues, des centres qui ferment, des délais d'attente qui s'allongent. L'avortement devient une course contre la montre. D'autant qu'elle reste mal vue par le milieu professionnel, certains médecins refusent de la pratiquer. Bonjour monsieur. Et plus généralement en Europe, les anti-IVG prospèrent. C'est spectaculaire en Espagne, où le gouvernement s'est attaqué à l'avortement sous le poids des lobbies conservateurs et de l'Église. « 40 ans après la loi Veil, pourquoi faut-il encore aujourd'hui se battre pour garantir l'accès des femmes à l'IVG ?» Najat Vallaud-Belkacem, la ministre, est avec nous. On va lui poser la question. Najat Vallaud-Belkacem est ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Elle a défendu à l'Assemblée la suppression de la notion de détresse dans la loi sur l'IVG, une modification qui en fait un droit sans condition. L'an dernier, elle a créé le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, une instance qui a rendu un rapport très critique sur l'accès à l'IVG en France. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Merci beaucoup d'abord de nous recevoir dans ce ministère. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. L'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, est-elle un acte médical comme un autre ? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un acte médical comme un autre. Donc ça n'est jamais un acte qu'on accomplit le cœur léger, et il faut bien le comprendre. Et en même temps, lorsqu'une femme prend cette décision, il est particulièrement cruel et difficile de venir l'entraver dans la mise en œuvre de sa décision, puisque justement, elle a pris le temps d'y réfléchir. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en ce moment, au Parlement, dans le projet de loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes, on a eu de nombreuses discussions autour... Très passionnelles, toujours. Oui, absolument. Autour de ce droit à l'IVG, dont les parlementaires ont décidé de mettre fin, et on les a suivis dans ce raisonnement, à l'exigence d'une situation de détresse qui conditionnait jusqu'alors le recours pour une femme à l'IVG. Donc désormais, toute femme, dès lors qu'elle estime que sa situation le justifie, pourra recourir à une IVG. C'est une façon de pousser un peu les mentalités qui portent un regard encore très négatif sur l'IVG dans certains cas. C'est vrai que l'IVG a beau être inscrite dans la loi, existe encore aujourd'hui bien des freins à son accès. Et en fait, depuis 2 ans maintenant, nous avons un peu systématiquement, méthodiquement cherché à lever tous ces freins. Lever le frein financier, ça a été notre décision de rembourser à 100% une opération d'IVG pour les personnes concernées par la Sécurité sociale. Lever les freins de motivation financière pour le personnel médical qui pratique l'IVG. On sait que l'acte d'IVG était sous-valorisé par rapport à d'autres actes médicaux et ça pouvait expliquer pourquoi finalement beaucoup de médecins s'en détournaient. Alors nous avons revalorisé cet acte de 50%, c'était au printemps 2013. Lever les freins aussi en matière d'accès à l'information. C'est absolument essentiel. Justement, je vous propose qu'on regarde ce reportage de Diane Vera et Guillaume Clerc qui, précisément les uns après les autres, prend ces obstacles tels qu'ils sont vécus par des femmes. Aujourd'hui, on regarde et on en reparle juste après. L'année dernière, Floréal découvre qu'elle est enceinte. Elle décide d'interrompre sa grossesse, mais elle ne s'attendait pas à cela. Un véritable labyrinthe administratif. Des heures passées au téléphone pour décrocher un rendez-vous. Des professionnels qui ne savent pas où l'orienter. 4 consultations avec différents médecins. En tout, Floréal a mis 1 mois pour trouver une solution. Sur le moment, moi, je me suis sentie hyper démunie, en fait. Ça m'a paniquée parce que ce manque d'informations, en fait, ça me faisait craindre de ne pas pouvoir avorter ou de rater ce délai de l'IVG médicamenteuse. Et ce parcours, il m'a fait souffrir, en fait. L'histoire de Floréal est-elle un cas isolé? Pour le savoir, nous avons appelé plusieurs hôpitaux.
L'objectif, obtenir un rendez-vous pour une IVG. Première constatation, la moitié des services ne répondent pas. Et pour ceux qui décrochent, Le problème, c'est que moi, je vais pas pouvoir vous prendre, je vais pas avoir de place là. J'aurai de la place, mais vous aurez dépassé le délai, quoi. Sinon, vous appelez Mo. Bon, après Mo, c'est pareil. Ils n'ont jamais de place. On a plus de 15 jours de délai pour une hospitalisation, donc là, vous allez être hors délai après. impossible d'avoir un rendez-vous avant 2 semaines. Et pourtant, la Haute Autorité de Santé recommande des délais plus courts. Toute patiente devrait obtenir un rendez-vous dans les 5 jours suivant son appel. Mais pourquoi les hôpitaux n'arrivent pas à tenir ces délais? Pour comprendre, direction l'hôpital Bicêtre, dans un centre d'IVG. Le docteur d'Anjou est la responsable du service. Ça, c'est une échographie, oui. D'accord. Selon elle, ces retards sont dus aux restructurations hospitalières. Soit les maternités, soit les hôpitaux eux-mêmes ont fermé. Donc il y a Saint-Antoine, la maternité a fermé, voilà. Il y avait un hôpital ici qui s'appelait Boussicot, qui a fermé il y a longtemps. Il y a Juvisy qui a fermé, il y a Courbevoie. En tout, 130 centres d'interruption volontaire de grossesse ont fermé en France ces 10 dernières années. Une situation dénoncée dans ce rapport du Haut Commissariat à l'égalité entre les femmes et les hommes. L'offre d'IVG s'est concentrée sur un nombre réduit d'établissements de santé, entraînant un effet de saturation. Ce que ça me fait de voir les centres qui ferment, c'est que je pense aux femmes qui effectivement galèrent pour obtenir une IVG. C'est-à-dire qu'on s'est battu à 35 ans pour obtenir la loi. Enfin, on se dit, mais 35 ans après, je veux dire, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que les femmes vont pouvoir avorter dans de bonnes conditions, tranquillement? Une autre menace pèse sur les centres d'IVG, la pénurie de gynécologues. En Ile-de-France, la moitié partiront à la retraite dans les 5 ans. Voilà, donc c'est le bureau de consultation avec l'appareil. Alors pour les remplacer, le docteur d'Anjou a trouvé une solution. Former et recruter des généralistes, comme cette jeune médecin. C'est une démarche quand même assez personnelle et je vois qu'il y a vraiment un service à apporter et c'est important qu'on prenne le relais, nous les jeunes médecins aussi. Mais cette généraliste reste un cas isolé, car peu sont prêts à reprendre le flambeau. De bouche à oreille, on trouve des gens qui sont intéressés comme Alexandra, mais non, c'est pas simple. Parce que faire une carrière de praticien hospitalier sur l'avortement, il y a peu de gens qui ont envie de faire sa carrière là-dessus. L'IVG n'attire pas. Ces militants de l'ANSIC, l'Association nationale des centres d'IVG, le confirment. Il y a vraiment un problème d'accès à l'IVG, en particulier à l'anesthésie locale. Ces professionnels ont de plus en plus de mal à trouver de nouvelles recrues. Car selon eux, la pratique de l'IVG est mal vue, même encore aujourd'hui. Vous verrez très rarement sur un centre pratiquant les IVG le nom de tous les médecins qui y sont. Alors que pour presque toutes les spécialités, vous le verrez. Que c'est un des rares actes médicaux sur lequel le regard de la société est très négatif. Alors ils se battent pour changer ce regard. Mais autour de la table, la moyenne d'âge est élevée, car la cause ne mobilise plus. C'est difficile d'être militant pour quelque chose pour lequel on ne s'est pas battu au début parce qu'on est né avec. Et là, quand on va faire cours aux étudiants, on ne peut pas leur dire « votre mère a eu à se battre ». On leur dit « votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère ». Et on commence déjà à être dans de l'histoire ancienne. Et pourtant, pour ces militants, entretenir la flamme est indispensable. Voici pourquoi. Notre journaliste tape IVG sur Internet. En deuxième résultat apparaît ce site, avec un numéro vert disponible 7 jours sur 7. Nous décidons de les contacter. Je viens d'apprendre que je suis enceinte et j'aimerais avorter. Je voudrais savoir où est-ce que je pourrais aller. Et voilà, on est vraiment écoutants, c'est-à-dire que nous, on est là pour répondre aux questions de tout ce qui se passe autour de l'IVG, mais nous, on n'a pas d'adresse de médecin. Bizarrement, l'opératrice n'a aucune adresse. Et très vite, elle nous met en garde contre les risques de l'IVG. Mais on a tellement d'appels en post-IVG de femmes qui j'ai tellement saigné que finalement j'ai eu un curetage, donc j'ai quand même dû passer sur le billard. IVG.net, avortement.net, écouteivg.org, tous ces sites paraissent officiels. Mais en fait, ils sont tenus par des associations pro-vie. Et pour être bien classés sur Google, elles mobilisent leur réseau. Ce sont les visites fréquentes qui contribueront au maintien du site bien visible dans le top 3 de Google et permettra ainsi de sauver des mères. Trouver où avorter, ça peut devenir un véritable casse-tête. Pourtant, il existe une solution, qui est facile d'accès mais très peu connue, le médecin de ville. Bonsoir, allez-y, asseyez-vous. Depuis 2005, la loi autorise ce généraliste à faire des IVG médicamenteuses. C'est-à-dire le jour de l'expulsion. Quand vous allez prendre les 2 comprimés, ça peut provoquer un petit peu de douleur.
Le procédé est simple, un comprimé chez le médecin et un autre chez soi 2 jours après. Il faudra que votre ami soit avec vous dimanche. Il ne faut pas que vous restiez toute seule, surtout. Ça, je vous l'avais expliqué. Ça, c'est important. Et je préfère cette méthode parce qu'il nous explique mieux. Je pense qu'à l'hôpital, c'est plus à la chaîne. Donc, on nous donne les médicaments et c'est pas fait comme là. Là, on prend plus de temps avec le médecin, il y a plus d'explications. Et à l'hôpital, pour avoir un rendez-vous, c'est beaucoup trop long. Donc, pour moi, c'est la meilleure solution. Mais l'IVG chez le généraliste, c'est seulement jusqu'à la 5e semaine de grossesse. Passé ce délai, les femmes devront se confronter aux listes d'attente des hôpitaux. Najat Vallaud-Belkacem, restons sur la dernière partie de ce reportage, là, ces sites internet extrêmement organisés pro-life. Il avait été promis de lutter contre ça, ou en tout cas de contrebalancer. On a l'impression que rien n'est fait. D'abord, les lobbies pro-life, comme vous dites, moi je préfère les appeler les lobbies anti-choix, anti-liberté des femmes. Je trouve que c'est plus clair. Donc ces lobbies, oui, c'est vrai, ils pullulent et ils ont trouvé un incroyable levier pour fonctionner et pour toucher le maximum de gens, c'est Internet. Mais Internet, on ne découvre rien, c'est le lieu du meilleur et du pire. Et donc, comment faire face à cela ? Ça n'est pas en interdisant des sites qu'on va y arriver, ils vont se recréer la seconde d'après en installant leur siège dans un autre pays, on le sait très bien. En revanche, on peut venir contrer la désinformation qu'on trouve sur ces sites de lobby anti-choix en créant nos propres outils d'information et en faisant en sorte qu'ils arrivent parmi les tout premiers dans les moteurs de recherche. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons travaillé sur un site, ivg.gouv.fr, qui est un site d'information neutre, fiable, dans lequel on trouve vraiment des outils très précieux parce que territoire par territoire sont recensés les lieux, d'abord la législation, les droits qui sont les vôtres, le type d'IVG, médicamenteuse, non médicamenteuse, à laquelle vous pouvez recourir, les délais qu'il faut respecter, les praticiens que vous pouvez contacter. Ça, c'est bien. Mais ce qu'on mesure bien aussi dans le reportage qu'on vient de voir, c'est cette difficulté qu'ont les professionnels de santé qui pratiquent l'avortement de le vivre bien. Ils se considèrent comme des médecins aux mains sales. C'est comme ça en tout cas. Ils ne se considèrent pas qu'on les regarde. Mais ça, c'est fascinant quand même en 2014. Ils ont encore ce sentiment d'être relégués au fond du couloir. Effectivement, les plaques ne sont pas aussi belles que pour d'autres spécialités ou d'autres pratiques médicales. C'est inouï. Oui, c'est assez inquiétant, assez préoccupant. Et quand vous mettez bout à bout cet état de fait-là, ce sentiment qu'ont les médecins qui pratiquent l'IVG d'être regardés de travers, en gros, les tentatives venues d'Espagne de revenir en arrière sur l'IVG, etc. On va y aller en Espagne. Le pullulement des sites anti-choix. Vous vous dites qu'on est en train de traverser en ce moment précis une période assez délicate et qu'il faut que nous soyons très vigilants. Mais très vigilants aussi pour former les nouvelles générations de médecins. Parce que par qui sont-ils regardés de travers, les médecins en question? Par leurs collègues. Et il y a un manque de formation avéré à la pratique de l'IVG dans les écoles de médecine. Et donc, ça n'est pas simplement une question de militantisme, je le disais tout à l'heure, c'est important, mais c'est aussi une question de formation pour rendre cet acte d'IVG, si ce n'est un acte médical parmi les autres, en tout cas un acte que les apprentis médecins envisagent de pratiquer un jour ou l'autre, en se souvenant qu'une femme sur 3 en France aura dans sa vie été amenée à pratiquer une IVG. Donc on ne parle pas non plus de choses exceptionnelles ou extraordinaires. Non, plus de 30, même presque 40% des femmes, hein, on le rappelle, donc c'est considérable. Vous parliez d'Espagne, allez on y va, parce qu'effectivement il y a eu ce qu'on peut considérer d'un certain point de vue d'un recul, en tout cas je suis sûre que c'est votre conviction, un recul en Espagne puisque le gouvernement en décembre dernier a décidé de s'attaquer à ce droit de l'avortement. Ça faisait partie de ses promesses. La loi n'a pas été votée, mais elle est bien partie pour être votée après avoir été adoptée en Conseil des ministres. On va en Espagne, reportage Guillaume Clair, on se retrouve juste après. Nous sommes en 1985. L'avortement vient d'être légalisé en Espagne. À Pamplune, ce gynécologue réalise le premier IVG et il finit au tribunal.
Aujourd'hui, nous l'avons retrouvé pour en savoir plus. Regarde, Sanchez Valverde, un médecin sur le banc des accusés. L'avortement était alors autorisé en Espagne, mais sous des conditions très strictes. La plainte a été déposée par un groupe lié à l'Opus Dei, qui s'appelait Action familiale. La droite et l'Opus Dei peuvent consentir à ce que les avortements se fassent à l'étranger. Au sud de la France, à Londres, en Hollande, hors de chez soi. Mais accepter que ces choses-là se fassent ici, à la maison, c'était trop. L'Opus Dei, une organisation catholique ultra-conservatrice d'environ 90 000 membres, très opposée à l'avortement. Finalement, l'organisation échoue à faire condamner ce gynécologue. Mais le procès aura réussi une chose, installer la peur à Pampelune. Conséquence, dans les hôpitaux de la région, aucun avortement n'a plus jamais été réalisé. Les médecins ici ne veulent pas être ceux qui pratiquent les avortements, être montrés du doigt. Regarde, c'est le médecin avorteur, celui qui fait les avortements. Ils refusent de le faire car aujourd'hui on continue à te signaler ainsi. Mais qui ça? Mais les autres médecins, il y a des médecins qui arrêtent de te parler, te montrent du doigt, parce qu'ils sont contre l'avortement. Il faut dire que la plupart de ses collègues médecins sont formés ici, dans cette université catholique fondée par l'Opus Dei il y a 60 ans. Un établissement prestigieux qui se refuse à tout dogmatisme. Pour construire un monde plus juste, plus humain, plus solidaire. Sauf que, en 2009, quand l'IVG devient un droit à part entière en Espagne, l'université prend position. Elle refuse d'enseigner à ses élèves comment réaliser un avortement. Résultat, malgré la nouvelle loi, impossible d'avorter à Pampelune. Impossible jusqu'à l'arrivée de cet homme, le docteur Gurrea. Depuis 2012, il est le seul à pratiquer l'IVG à Pampelune, ici, dans cette clinique privée qu'il a fondée. Ici, c'est le bloc, là où on opère. Grâce à cette clinique, les femmes n'ont plus besoin de parcourir des centaines de kilomètres pour avorter. Mais très vite, les ennuis arrivent. Sur cette vidéo, un groupe catholique appelle à venir manifester devant la clinique du docteur Gurrea. Des prières sont organisées et une pétition signée par 7000 personnes demande la fermeture de l'établissement. Ce sont des étudiants de l'université, très jeunes, très influencés par l'idéologie religieuse, très intégristes. Mais il y a une menace bien plus grave qui pèse sur cette clinique. Un projet de loi du gouvernement qui s'attaque au droit à l'avortement. L'IVG sera autorisé seulement en cas de grave danger pour la vie ou la santé physique et mentale de la femme. Ou en cas de viol si une plainte est déposée. Un véritable retour en arrière. Selon les cliniques espagnoles accréditées pour l'IVG, si cette loi entre en vigueur, plus de 90% des femmes devront partir à l'étranger ou avorter dans la clandestinité. C'est une loi qui est dictée par la religion, qui est dictée depuis les autels, par les soutanes et par les évêques. Et à mon avis, elle n'a aucun appui social. Car 3 Espagnols sur 4 sont pour le droit à l'avortement. Mais alors comment expliquer que l'Église ait une telle influence? Pour ce sociologue, l'explication est très simple. Les partis politiques ne peuvent pas mobiliser de façon active tant de milliers de personnes qui mobilisent l'Église catholique. Elle a une structure de mobilisation qui est très très forte. Ils sont peu, mais sont plus organisés que tout le reste de la population. Radio, chaîne de télévision, université, en Espagne, l'Église est un véritable État dans l'État, qui cherche à imposer ses règles. Tous ceux qui seront liés, de près ou de loin, à l'avortement seront excommuniés. Alors en face, l'opposition s'organise. À Riron, Blanca est la porte-parole des cliniques pratiquant l'IVG. Leur stratégie, ne rien lâcher.
Les cliniques, l'idée qu'on a, c'est de continuer à travailler de la même manière. Et ça finira devant le juge comme avant. Et tu sais ce qu'on chantait? Qu'est-ce qu'on chantait? Qu'est-ce qu'on fait? Un avortement à la maison. Illégal, illégal, on verra ce qui se passera. Ce soir, elle se réunit avec d'autres organisations féministes et partis de gauche. Mais elles ont un point faible, la division. Des bisbilles laissant la voie libre à l'Église et à ses réseaux. Pour l'instant, le projet de loi n'est pas encore adopté. Les conservateurs attendent une victoire électorale pour agir. Mais s'ils remportent le scrutin, en Espagne, le droit à l'avortement ne sera plus qu'une histoire ancienne. Najat Vallaud-Belkacem, pour vous, ministre des Droits des Femmes, évidemment, c'est un événement considérable, ce qui s'est passé en Espagne, ce qu'on vient de voir là. Oui, ça a fait l'effet d'une bombe pour tous ceux qui sont attachés à la défense des droits des femmes. D'autant plus que l'Espagne, c'est pas n'importe quel pays. En fait, il faut vraiment avoir en tête que pendant longtemps, l'Espagne a été un peu fer de lance sur cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et en fait, ce qui se passe en Espagne ces dernières années est préoccupant à plusieurs titres, avec l'arrivée d'une droite conservatrice, avec aussi le poids des considérations religieuses dans le débat public. Eh bien, il y a cette tentative de remise en cause d'un droit fondamental qui va vraiment rendre la vie des Espagnols, si jamais cette loi devait passer, extrêmement difficile, extrêmement difficile. Et du coup, évidemment, ça a redonné de l'oxygène, du tonus à tous ceux qui luttent dans les autres pays européens contre l'IVG. On a vu des manifestations, un débat très passionné. Vous avez vécu vous-même physiquement à l'Assemblée, lorsque vous avez dû défendre cette suppression de la notion de détresse dans le cadre de l'avortement. On ne peut pas graver ce droit, si on considère que c'est un droit fondamental, dans le marbre. La meilleure façon aujourd'hui de le graver dans le marbre, c'est de l'entourer de garanties. Et par exemple, une garantie que nous avons apportée, qui est l'extension du délit d'entrave à l'IVG. Parce que la meilleure façon de permettre que s'exerce le droit à l'IVG, c'est aussi d'empêcher ceux qui voudraient vous empêcher d'y recourir, de le faire. Or, jusqu'à présent, notre loi ne parlait de délit d'entrave et ne le sanctionnait que lorsque des militants donc anti-choix venaient physiquement vous empêcher devant une clinique ou devant un hôpital d'aller vous faire avorter. Et nous avons veillé à ce que dans notre texte, ce délit d'entrave recouvre aussi les pressions psychologiques et les intimidations faites à l'encontre de femmes qui cherchent à se renseigner simplement sur l'IVG. Donc on retombe un peu sur le sujet qu'on évoquait tout à l'heure de l'accès à l'information. Défendre aussi l'accès à l'IVG, si vous permettez, c'est peut-être ne pas en rester à l'IVG, mais considérer que la contraception aussi doit être associée. Le droit à la contraception, l'information doit être aussi renforcé pour les femmes. Et c'est un peu le combat de l'UMP Nicole Hamelin, qui est députée du Calvados, et qui précisément dit oui, l'IVG, d'accord, mais attention aussi à bien garantir le droit à une contraception aussi diversifiée et adaptée que possible. Écoutez-la. Il faut faire en sorte que les femmes soient de plus en plus en capacité de ne pas avoir recours à l'IVG, si je puis dire. C'est-à-dire que nous soyons assez pédagogiques pour que la contraception, pour que la pilule du lendemain, tout ça fonctionne. Parce qu'il est vrai que l'IVG est une solution ultime et n'est pas un acte banal. Donc il n'est pas non plus souhaitable que les femmes continuent à y avoir recours. Alors il y a des accidents, bien sûr, qui font que la contraception ne marche pas, mais quelquefois c'est aussi l'absence de contraception. Alors vraiment, moi je ne dissocie pas le maintien de l'accès naturellement à l'IVG de la prévention, de la contraception et de l'autonomie de plus en plus forte des femmes. Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes d'accord pour considérer que c'est un tout, le droit à l'IVG, ça ne peut pas être simplement un combat je dirais, isolé du reste des droits à défendre pour les femmes, sinon c'est perdu d'avance.
D'abord, je voudrais vraiment saluer Nicolas Méline parce que vous avez évoqué les débats au Parlement tout à l'heure. Je ne voudrais pas que les gens croient qu'il y a eu un clivage d'évidence entre la gauche et la droite sur cette question de la meilleure protection du droit à l'IVG. Donc, sur ce qu'elle dit, bien sûr que c'est très important. Ayez en tête, par exemple, que 3/4 des IVG sont pratiqués sur des femmes qui prenaient une contraception. Donc, il y a quand même un sujet de contraception adaptée, en effet. On a tendance à délivrer aux femmes des contraceptions en fonction un peu de leur âge, donc jeunes pour les jeunes, exactement, pour jeunes les femmes pilules, qui ont eu des enfants, etc. Exactement, Ouais. vous avez tout compris. En fonction de leur âge, sans véritablement s'adapter à leur mode de vie. Or, toutes les femmes n'ont pas le même mode de vie. La pilule n'est pas adaptée, je sais pas, à une femme, par exemple, qui travaille de nuit et qui... bon, bref, sans rentrer dans les détails. Donc, mais les femmes comprennent bien de quoi voilà. il s'agit. Donc, c'est très important de mieux adapter, d'abord de multiplier le type de contraception possible, de les rendre tout aussi accessibles les unes que les autres, et puis de faire en sorte qu'au moment de les ordonnancer, on les adapte dans un dialogue vraiment avec la personne concernée. C'est aussi une bonne façon de limiter le nombre de grossesses non choisies, tout simplement. Avant de se quitter, une dernière question, et là, je la pose à la militante. Vous êtes en face d'une jeune femme qui veut recourir à l'IVG, mais qui se sent culpabilisée, justement, pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Qu'est-ce que vous lui dites? D'abord, moi, je lui dirais que c'est à elle de décider. Bien sûr, pour décider, évidemment, il y a toujours un homme dans l'histoire. Donc, qu'elle puisse avoir un échange, une discussion voilà, avec lui, je l'inciterai à le faire. Je pense que c'est difficile de prendre cette décision en solitaire. Et en même temps, je lui dirais que la vie ne s'arrête pas là. Je pense que j'aurais tendance à la rassurer. Je pense que, vous savez, un enfant qui vient au monde alors qu'il n'a pas été désiré, c'est généralement un enfant malheureux. Et je pense qu'on n'est pas là pour faire des enfants malheureux. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem. Merci de nous avoir reçus. Merci. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'État de santé. Au revoir.